Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la deuxième table ronde de la COP2 étudiante. Moi, c'est Tim Dreyer, je suis chef de projet dans la COP2 étudiante. Avec mes collègues, on a organisé ces deux tables rondes cet week-end avec l'objectif général de répondre à une quête de sens des étudiants ou les jeunes diplômés, donc vous, notre spectateur aujourd'hui, sur leurs attentes vis-à-vis du monde du travail dans le contexte transition socio-écologique. Hier, on a eu notre première table ronde sur les organisations dans la transition écologique. C'était une table ronde assez générale. Et aujourd'hui, notre problématique sera un peu plus spécifique. Notre problématique sera choisir un emploi compatible avec une trajectoire écologiquement et socialement soutenable. Quelle relation au travail pour les futurs jeunes diplômés? Alors, pour cette table ronde, on a invité 5 intervenants avec une médiateur qui je vais introduire en ce moment. Notre médiateur sera Clément Reynaud. Bonjour Clément. Il travaille à Project Celsius. Après, notre premier intervenant pour aujourd'hui sera Chloé Ridel. Elle travaille, elle est active dans une emploi verte pour tous. Après, notre deuxième intervenant aujourd'hui sera Emmanuel Zulzer. Il est un sociologue à CEREC. En troisième, Clément Tremblat. Bonjour Clément. Il travaille à Angie. Et aussi, il est actif dans Alumni for the Planet. Et en quatrième, finalement, notre quatrième intervenant sera David Martin Chevalier, actif dans l'initiative Think What Matters. Donc, je laisse la parole du coup à Clément Reynaud et merci beaucoup pour regarder aujourd'hui. Merci beaucoup, Tim, pour l'introduction. Alors voilà, je suis ravi d'être avec vous pour 1 heure et demie de table ronde, cette deuxième table ronde de la COP2. Comme l'a dit Tim, l'objectif de ces tables rondes, c'est donc de répondre à la quête de sens qui se manifeste de nombreuses manières dans la communauté étudiante. On pense de manière assez claire au manifeste pour un réveil écologiste, on pense aux manifestations étudiantes pour le climat aussi, il y a plein de manières de voir ça. Hier, il y a eu une première table ronde qui était vraiment sur l'évolution du monde du travail, donc comment est-ce que ces organisations, les entreprises, les structures modifient leurs pratiques, leurs raisons sociales pour s'adapter. Et aujourd'hui, on prend un peu le pendant inverse, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans vos chaussures et se demander comment vous projetez vers un premier emploi, ou alors si vous êtes déjà en emploi, comment vous entretenez votre relation au travail avec cette question de la transition écologique et sociale. Comment vous arrivez à concilier ça? Ce que vous attendez aussi du monde du travail sur ces questions, ce que vous voudriez changer, et dans certains cas, quand vous le faites, comment vous changez les choses. Et pour nous donner du grain à moudre sur toutes ces questions-là, j'ai le plaisir d'être accompagné par 4 personnes passionnantes qui sont engagées sur ces questions-là, qui vont représenter à la fois le monde étudiant, le monde de l'entreprise, différents collectifs. Tout le monde est engagé sur ces enjeux. Sans plus attendre, je propose de faire un bref tour de table en 1 minute chacun pour que vous puissiez présenter ce qui vous a amené là et comment vous êtes engagé sur cette question. Est-ce que, Chloé, tu voudrais démarrer ce tour de table? Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Chloé Ridel, j'ai 29 ans. Moi, je suis haut fonctionnaire de profession. Je travaille au ministère de l'Industrie, au chevet des industries en difficulté. Et par ailleurs, je co-dirige un think tank qui s'appelle l'Institut Rousseau et qui essaie d'amener de nouvelles idées pour la reconstruction écologique de notre pays. Et c'est dans ce cadre que je suis la porte-parole d'une campagne de mobilisation qui s'appelle Un emploi vert pour tous et qui vise à essayer de réconcilier justement ces deux grandes questions que sont la lutte contre le chômage et la transition écologique. Hop, je rallume mon micro. Merci beaucoup, Chloé, pour ta présentation. Quelqu'un veut enchaîner sur cet exercice-là? Clément, par exemple? Oui, donc Clément Tremblay, 29 ans aussi. Je travaille chez Engie. Alors mon boulot de tous les jours, c'est je suis à la direction RSE, donc à la responsabilité sociétale de l'entreprise sur les politiques climat et RSE en général.
Et j'ai lancé il y a 2 ans avec des collaborateurs du groupe un sujet sur la sobriété énergétique. Donc, comment on peut intégrer les modes de vie et de consommation dans le cadre de la transition énergétique et ne pas rester sur les dimensions technologiques. Et depuis septembre, je suis dans un autre collectif qui s'appelle Alumni for the Planet, donc qui n'a rien à voir avec ENGIE, mais qui est un rassemblement d'anciens alumni qui essayent de promouvoir et donner envie à ceux qui sont déjà dans des organisations, leur donner envie de changer les choses dans l'organisation et leur donner les moyens de le faire aussi. Super, merci Clément pour l'introduction. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots également? Oui, bonjour, je suis Emmanuel Sulzer. Bon, je ne dirai pas mon âge parce qu'il est canonique par rapport au vôtre. Je suis sociologue, je suis donc chercheur au Centre de recherche sur les qualifications à Marseille. Je suis spécialiste de l'insertion professionnelle des jeunes. Vous ne m'entendez pas? Moi, très bien. Donc, je suis donc un spécialiste de l'insertion professionnelle des jeunes et je pilote actuellement un projet d'étude portant sur l'impact de la transition écologique sur les transformations des métiers dans 3 secteurs, le bâtiment, le transport logistique et l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai ces deux casquettes qui justifient ma présence parmi vous. Je pense que ces éclairages vont nous être super pertinents. David, à toi pour terminer le tour de table des participants. Eh ben, bonjour à tous, je remercie encore la COP de nous avoir invités, je suis très content d'être là. Donc, je m'appelle David Martin Chevalier, j'ai 23 ans, donc le petit bébé du groupe on va dire. Je suis actuellement du coup à FELMA Grenoble INP, donc c'est une école d'ingénieurs électroniques, et puis je fais aussi un double diplôme à Sciences Po pour aborder la transition écologique. Et je suis ici parce que j'ai cofondé avec Juliette Cassagne le collectif Think What Matters, qui est un collectif étudiant qui sort un petit peu de l'ordinaire. En tout cas, on a voulu qu'il sorte de l'ordinaire. Sur les collectifs étudiants, il y en a déjà une pelletée. Mais nous, on voulait un collectif étudiant qui permette d'ajouter, de faire travailler ensemble toutes les corps de formation pour qu'on puisse être efficace et très enrichissant quand on aborde les sujets. Donc aujourd'hui, dans le collectif Think What Matters, on a des étudiants de Sciences Po, des étudiants d'école d'ingénieurs, dans plein de formations différentes, des étudiants en droit international, des étudiants en psychologie du comportement, et on travaille tous ensemble pour aborder les grands thèmes de la transition écologique. Donc on veut se former avec le collectif, parce qu'on était un peu frustrés dans nos formations, on veut se former pour ensuite vulgariser et inclure toutes les personnes dans ce grand mouvement qui est très enrichissant. Donc on fait des conférences, beaucoup, on développe une méthode d'innovation responsable, et on travaille actuellement sur Demain quel job. Donc peut-être qu'on pourra répondre à quelques questions. Oui, tout à fait, je pense que ça sera intéressant. Je vais moi aussi me plier à l'exercice. Je suis donc Clément Reynaud, médiateur aujourd'hui, pas intervenant, mais médiateur. Et j'ai cofondé le projet Celsius avec mon associé Guillaume Pacula. À l'origine, on était ingénieur et physicien, docteur de physique de formation. Et on a créé ce projet qui est un studio pédagogique spécialisé dans les enjeux du changement climatique et les enjeux environnementaux au sens large. L'idée étant de vouloir véhiculer l'information scientifique de la manière la plus attrayante, pédagogique et didactique possible pour faire en sorte que ces questions-là, elles arrivent sur le débat public et que les gens aient envie de s'en saisir. Donc, on crée du matériel pédagogique, on crée des jeux, on crée des formations et on va intervenir dans l'enseignement supérieur et dans les entreprises pour une casquette de formateur, mais aussi une casquette de conseil pour accompagner les établissements à changer, à modifier leurs programmes et les entreprises à modifier leurs pratiques. Pour que ces enjeux environnementaux et écologiques, tout le monde puisse s'en saisir, que ça ne reste pas confiné à la sphère scientifique. Donc pour la session d'aujourd'hui, j'avais envie de redonner directement la parole à David, si tu en es d'accord, parce que je trouve ça intéressant d'avoir cet éclairage étudiant dans la conversation, puisque c'est vraiment l'objet de la table ronde du jour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont ça s'est passé? Parce que tu as décrit cette initiative étudiante qui est très chouette. J'aimerais bien savoir comment ça a germé tout ça. Est-ce que il y avait de manière sous-jacente une prise de conscience globale à l'école, ou est-ce que c'est un petit groupe entre vous, vous avez décidé de monter ça et ça a germé après? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet?
Oui, effectivement, j'aurais aimé que ce soit un mouvement global de l'école, de tous les étudiants derrière cette grande envie de participer à la transition. Et en fait, non, malheureusement, c'était pas tout à fait le cas. On se sentait un petit peu isolé. En fait, on a eu avec quelques collègues en école d'ingé, parce que ça a démarré à Grenoble en école d'ingé, on a eu avec quelques collègues une perte un petit peu de sens dans nos études, parce qu'on s'est rendu compte que nos écoles, globalement, sans pointer du doigt certaines écoles, mais globalement, on apprend énormément de techniques, donc on développe un savoir-faire incroyable en école d'ingénieur, mais à côté, on développe très peu de savoir-être. Et ça peut être super dangereux parce qu'on devient des hommes qui font de très beaux outils, mais on ne sait pas quels outils faire et on ne sait pas comment orienter la technique pour qu'elle soit vertueuse. Et donc, du coup, on peut devenir problématique. En tout cas, on peut créer des objets qui deviennent problématiques. Donc ça, nous, on avait un petit peu cette crainte-là et cette frustration de ne pas avoir le contexte de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais, ou alors très peu, du contexte de nos matières premières, des conditions de travail dans le monde, on ne parle jamais de la recyclabilité de nos produits. Mais pourtant, on nous apprend à travailler avec des équations, on nous apprend à travailler, à développer des produits, à innover. C'est innover pour innover et c'est ça qui nous perturbait. Donc du coup, on s'est dit, bon bah voilà, on veut faire un collectif, mais on veut surtout faire un collectif plus réel, parce que la transition, c'est maintenant, mais c'est surtout tout le monde. Et c'est tout le monde dans la même direction. Du coup, on s'est dit, si nous, étudiants ingénieurs, on continue à faire des collectifs juste entre nous, c'est-à-dire qu'on va apprendre à éco-concevoir, super, mais si derrière, on n'a pas avec nous des juristes qui permettent de sanctionner des entreprises, par exemple, qui ne seraient pas vertueuses, des économistes qui permettraient de développer comme ça des modèles économiques qui pourraient nous aider à développer nos produits, des sciences comportementales, etc., qui travaillent avec nous. Bref, on s'est dit, allez, on va faire un collectif et on va regrouper tout le monde. Et donc, c'est très, très enrichissant. Et c'est pour ça aussi qu'on est amené à faire plein de conférences, parce que finalement, ce modèle-là d'association, il plaît beaucoup. Et quel écho ça a reçu parmi justement la communauté étudiante? Tu dis que ce n'est pas cantonné à votre établissement d'école d'ingénieur, mais ça va beaucoup plus large. Est-ce que l'écho est le même? Est-ce que vous sentez que vous répondez vraiment à une urgence? Est-ce que les gens s'en saisissent énormément ou est-ce qu'il faut aller les chercher? Est-ce qu'il faut aller les impliquer? Il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux pour le coup. C'est assez perturbant parce qu'on ressent quand même une certaine forme de fatalisme chez les étudiants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les étudiants sont convaincus de la transition écologique, mais nous, on aime bien dire dans le collectif, c'est pas parce qu'on a des étudiants avec des tote bags et des brosses à dents en bois qu'on a des étudiants complètement convaincus de l'urgence et acteurs et actifs dans ce mouvement. Il y a encore beaucoup d'étudiants qui ne se sentent pas du tout concernés ou qui pensent que c'est déjà fini, c'est déjà trop tard, ou qu'on n'arrivera pas à dépasser les lois économiques, qu'on n'arrivera pas à dépasser notre modèle de société actuel, qu'on n'arrivera rien à changer à notre échelle. Donc ça, c'est très compliqué et je vous avoue qu'on se bat beaucoup parce que nous, on croit largement au pouvoir des actions déjà locales. Donc non, on se bat actuellement, mais à chaque fois qu'on fait des conférences, il y a beaucoup d'échos qui sont très positifs. On a beaucoup de gens à chaque fois qui veulent nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on a des gens à l'INSA Lyon, à l'INSA Toulouse, on a des gens de l'université de Poitiers. Donc ça commence à se développer un peu partout en France, donc c'est super. Mais oui, on ressent vraiment un besoin comme ça des étudiants de retrouver du sens déjà dans leur formation pour être acteurs demain dans leur emploi. On espère que ça va faire vraiment boule de neige et c'est une super initiative. Ça me fait penser en fait, j'aimerais me tourner vers Emmanuel parce que justement ce que décrit David sur le fait que les étudiants se saisissent de cette question-là, je voudrais savoir si toi tu avais des billes sur comment est-ce que l'offre de formation évolue petit à petit pour répondre à ce besoin étudiant de se dire tiens, mon futur boulot il va avoir un impact positif, je vais servir à quelque chose sur l'environnement, sur le climat, sur la transition écologique, et aussi comment les futurs premiers métiers évoluent. Est-ce qu'il y a plus d'offres maintenant qu'avant? Est-ce qu'on voit une tendance nette là-dedans d'un point de vue social? Alors, j'ai envie de dire que le domaine, je vais rejoindre David, c'est-à-dire que le verre est à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Il ne fait pas de doute que les gens de votre génération ont plus été sensibilisés que la mienne aux enjeux de l'écologisation, c'est sûr. Après, d'une part, les formations ne sont pas toutes à visée environnementale explicite, et ensuite, les jeunes diplômés vont quand même, une fois en entrant sur le marché du travail, avoir comme principal souci de trouver un boulot. Et ensuite, dans un second temps, éventuellement, de chercher des pistes de verdissement. Parce que, en fait, pour être tout à fait clair, il y a dans la nomenclature de l'Observatoire national des métiers verts, il y a les métiers verts qui donc, concernent directement l'environnement. Donc, c'est notamment tout ce qui est gestion du secteur de l'eau, secteur des déchets.
Et là, c'est pas tellement des jeunes très diplômés qui vont exercer dans ces secteurs. Au contraire, ça va être plutôt des jeunes peu qualifiés, puisque ce sont des métiers d'exécution. Par contre, à l'autre échelle, il y a tout ce qui est éco-conception, où là, ça va plutôt être des jeunes avec vos profils, des jeunes ingénieurs, mais les formations d'ingénieurs ne sont pas toutes effectivement bien axées pour prendre en compte les questions environnementales. La coloration, elle vient parce que le secteur l'exige. Par exemple, les ingénieurs en BTP, aujourd'hui, sont en première ligne. Après, est-ce que ça descend pas toujours? C'est-à-dire que les entrepreneurs du bâtiment, ils sont plus ou moins motivés. Il faut souvent des incitations financières pour qu'ils se positionnent sur le créneau de l'éco-rénovation. Voilà, donc malheureusement, c'est pas si simple, quoi. On verdit les formations et les métiers vont verdir automatiquement derrière, quoi. Chaque secteur a un peu sa problématique. Et si je comprends bien, c'est encore très circonscrit à certains secteurs qui ont peut-être pris les rênes parce qu'ils se sentent en première ligne, comme tu évoquais sur le secteur du bâtiment. Est-ce que tu pourrais citer d'autres secteurs qui se sentent vraiment touchés ou visés ou qui conçoivent maintenant la transition écologique comme un risque en fait à ne pas la prendre, outre le bâtiment? Alors, on n'a pas encore commencé les investigations à proprement parler de terrain, mais on va sortir bientôt des données chiffrées aussi sur ces aspects-là, sur les aspects de la formation initiale, de la formation continue. Et comme je disais, il y a des secteurs qui se trouvent face à un impératif. Donc, outre le bâtiment, ça va être, là, on va tester par exemple le transport logistique. Alors, le transport logistique, c'est polluant. Donc, après, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a les éco-gestes, ce qu'on appelle le tri sélectif, faire du vélo, ces choses-là. D'ailleurs, on constate dans les grandes villes, la livraison de courses, elle s'est faite avec des vélos à assistance électrique de plus en plus. La logistique du dernier kilomètre, globalement, va aller sur ces choses-là. Et après, les chauffeurs, ils sont beaucoup formés à l'éco-conduite. Et l'éco-conduite, ça peut être un impératif qui leur complique la vie plutôt qu'autre chose, puisqu'ils vont faire moins de livraisons dans la même temporalité, etc. Voilà. Mais globalement, plus le secteur est polluant, plus il va être incité à se préoccuper de s'écologiser. Ouais. Si je peux compléter. Ton micro, justement. Ouais. Alors avec mon point de vue, hein, donc je suis pas chercheur et je suis dans une entreprise, donc mais mon sentiment, enfin, c'est des pans entiers de l'économie qui sont en train de transitionner et je suis du coup chez Engie et c'est très violent cette transition et il y a beaucoup de choses qui changent. Alors forcément pas assez vite, mais voilà. Et moi, ce que je peux voir en tout cas, ou ce que j'ai pu remarquer, c'est que je trouve que ça marche par temporalité, enfin tout ce qui est utilities, donc tout ce qui est production d'électricité, donc notamment Engie, il y a eu une violente transition vers 2015-2016. Ce que je remarque aussi, c'est que côté automobile, 2017-2018, avec tout ce qui s'est passé autour de Dieselgate, a été un vrai tournant pour ces grandes entreprises qui sont en train de se tourner vers le tout électrique, avec quand même des questions qu'ils n'ont aucune marge sur les petites voitures. Donc ça reste la question sur est-ce qu'on veut encore des voitures de demain, mais en tout cas, ils tournent fortement. Je ne sais pas si vous avez vu cette année, en 2020, mais sur les pétroliers, ils ont annoncé des dépréciations absolument monstrueuses, donc des pertes de valeur des actifs qu'ils ont, des Shell, des Total, et Total, alors il faut être critique sur ce qu'ils font aussi, mais on commençait à annoncer un vrai virage stratégique. Et l'aviation va pas très bien non plus. Donc pour moi, et je pense que, alors tu parlais de BTP, je pense que encore les Vinci, les Bouygues n'ont pas encore eu ce vrai re-questionnement profond du rôle du béton dans le bâtiment et du vrai rôle de la rénovation qui devrait être multiplié par beaucoup. Et je pense que le prochain secteur a justement se prendre de plein fouet un virage stratégique. De ce que je peux voir de loin, c'est plutôt le BTP justement. Et c'est comme ça que, enfin voilà. Et
c'est vraiment les grandes entreprises, les utilities qui ont commencé en 2015 et le fameux on sort du charbon, il faut sortir du gaz, même si on en est encore loin, et passer vers le renouvelable. Et en fait, voilà, je trouve que chaque secteur va tomber un par un en fait. C'est assez impressionnant. Et donc sur chaque secteur, il y a d'immenses boulots de transition à construire, quoi. Et justement, tu parles un peu de rupture, Clément, enfin, c'est le mot que tu as employé peut-être, je crois, enfin, des grandes ruptures à partir de 2015 qui font que ça, quand même, ça s'est mis à bouger. Sur l'énergie, toi, tu travailles à Engie. L'énergie, c'est 80% de l'empreinte du réchauffement climatique sur les gaz à effet de serre. Est-ce que cette prise de conscience, toi, tu l'as observée, tu l'as vu évoluer sur les 3-4 dernières années? Et est-ce que la jeune génération de personnes nouvellement diplômées qui arrivent à Engie a un positionnement différent par rapport à la génération précédente? Je vais pas faire de généralité. Oui, alors je vais prendre l'exemple très précis d'Engie parce que je préfère parler de ce que je vois. Donc on a eu un premier virement, enfin moi je suis arrivé fin 2016, mais qui a commencé en 2016, qui était vraiment on sort du charbon et on va passer sur de l'efficacité énergétique. Il y a une volonté ensuite d'aller encore plus loin en 2019 en disant on va aller vers du as a service. Donc on part sur l'économie de fonctionnalité dans le domaine de l'énergie. Et aujourd'hui, on a de nouveaux changements et mais très clairement, c'est très compliqué pour beaucoup de gens qui ont passé 40 ans dans le charbon de changer. Et ça a été très dur. Et quand on voit en interne, l'accompagnement au changement est un immense sujet. Et accompagner ces gens qui ont jamais pensé autrement que le charbon pour passer sur autre chose, c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, les jeunes, je suis encore à peu près jeune, mais on veut sauter l'étape et aller directement dans le renouvelable et idéalement vers plutôt réduire, donc soit de l'efficacité, soit de la sobriété. Et il y a un vrai, et dans le groupe de travail dans lequel on était, effectivement, on n'avait pas trop de gens de 50-60 ans, même si on en avait quelques-uns, et beaucoup de jeunes qui étaient justement en sortie d'école et qui demandaient à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans ces sujets-là. Ouais. Et justement, on parle pas mal de... Emmanuel a lancé le mot emploi vert tout à l'heure, je crois. Clément nous a donné son éclairage. Emploi vert, ça me fait directement penser à Chloé, à la démarche que tu portes. Est-ce que tu peux nous expliquer, Chloé, un peu plus précisément la définition que tu donnerais à un emploi vert? Voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer ça au public qui nous suit? Un emploi vert, il y a une définition qui est donnée par le Commissariat général au développement durable. C'est un emploi qui participe directement de la transition écologique. Donc, ça va être tous les emplois qu'on va retrouver dans la filière du recyclage, de l'économie circulaire, de la réparation d'objets du quotidien, de l'agriculture biologique, mais aussi tous les emplois d'ingénieurs plus qualifiés qui trouvent des solutions simplement pour aller vers des consommations moins intensives en énergie. Mais il ne faut pas, à mon sens, se concentrer simplement sur les emplois verts, mais aussi sur tout ce qu'on appelle les emplois verdissants. Parce qu'au final, les emplois verts, aujourd'hui, c'est, je crois, selon, encore une fois, la catégorisation du Commissariat général au développement durable, c'est 500 000 emplois, quelque chose comme ça. Donc, c'est rien du tout, en fait. Et il faut se concentrer sur tous les emplois qui ne sont pas a priori verts. Par exemple, je ne sais pas moi, des services de coiffure. On ne dirait pas que c'est un emploi vert d'être coiffeur. Pourtant, on peut en faire un emploi verdissant si on met en place des protocoles pour que ce service consomme, je ne sais pas moi, moins d'eau, moins d'énergie, etc. Donc potentiellement, tous les emplois peuvent être verdissants. Et donc, quand on est étudiant aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas vouloir à tout prix... c'est très bien d'aller vers des secteurs qui sont déjà directement au service de la transition écologique, mais qu'il faut aussi pouvoir infiltrer toutes les entreprises qui doivent faire leur transition écologique et qui peuvent y contribuer. On oublie souvent de dire que Total, c'est un des plus grands mécènes aujourd'hui et un des plus grands pourvoyeurs de fonds pour la recherche écologique. Alors que Total, ça reste la bête noire de tous ceux qui sont écolos, mais en réalité, ils ont tellement d'argent que c'est aussi chez eux qu'on va pouvoir aller chercher les fonds nécessaires à la transition et qu'ils savent très bien que leur activité est menacée à terme, qu'ils vont peut-être disparaître, et ça, ils ne le veulent pas. Donc, ils vont tout faire pour essayer d'évoluer vers la fourniture d'énergie décarbonée. Donc, je pense qu'il faut
avoir vraiment une vision très large de ce que peuvent être des emplois verts. À la fin, l'objectif, ça doit être que tous les emplois soient verts, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment avoir, je pense, une bonne ouverture d'esprit et se dire aussi que, et c'est pour ça que je trouve que l'initiative de David est vraiment très intéressante, cet aspect pluridisciplinaire. Souvent, on a l'impression que cette espèce de souci étudiant pour la transition écolo, c'est vachement partie des ingénieurs, parce que les ingénieurs, c'est ceux qui maîtrisent les objets techniques, et donc comme on pense que la transition écologique, en partie, reposera sur du progrès technique, on peut en discuter. Du coup, les ingénieurs, et c'est heureux, se sont fortement mobilisés pour essayer de voir dans quelles conditions on pouvait construire une aviation responsable, dans quelles conditions on pouvait optimiser la durée de vie des produits, que sais-je. Mais ce que vous avez compris, David, c'est que en fait, la reconstruction écologique, Dieu merci, ne reposera pas que sur les ingénieurs, et que on a besoin de tous les autres corps de métier pour changer les choses, pour les gens qui travaillent dans les relations internationales, parce qu'in fine, c'est quand même ça qui fera la différence. Si on arrivait à faire de la France un pays totalement décarboné, on n'aura rien changé au problème du réchauffement climatique. Donc, il faut que tous les experts, les diplomates, etc., on a besoin de diplomates qui soient experts de ces questions et qui sachent convaincre d'autres pays de s'engager dans la reconstruction écologique. On a aussi besoin de juristes qui puissent travailler sur la pénalisation des crimes contre l'environnement. Bref, quand on est étudiant et quand on veut participer à la transition écologique, je pense que tout est ouvert et qu'on a besoin de gens qui s'investissent dans tous les corps de métier. Ça, c'est très important. Et je rebondis justement sur ce que tu viens de dire, que je trouve vraiment hyper intéressant sur le rapport entre la technique et l'usage aussi. Il me semble, alors pour la petite anecdote, en ayant lu un rapport de l'ADEME, le rapport qui est sorti en 2015 et qui parlait justement d'une électricité 100% renouvelable en 2050, quand on regardait les hypothèses qui sont formulées pour y parvenir, il y a pour moitié des hypothèses technologiques, donc est-ce qu'on va réussir à avoir une éolienne plus performante, un panneau solaire plus performant, et pour moitié des questions d'usage, c'est-à-dire est-ce que les gens seront prêts en fait à ce que l'électricité soit pas disponible tout le temps, que peut-être que la machine à laver elle partira pas quand ils voudront, peut-être que le train il va rouler moins vite pour plein de raisons. Voilà, cette question d'usage, elle me semble assez centrale. Je ne sais pas si à la fois, par exemple, Clément, puisqu'on parle là, je viens d'évoquer la question de l'énergie, il me semble que tu as évoqué la question de l'usage plus tôt dans ton intervention. Est-ce que chez Engie, il y a des initiatives Est-ce que la RSE, c'est aussi ça, c'est essayer de travailler sur la manière dont on consomme l'énergie, dont on pourra en consommer moins, plus que finalement sur notre capacité à en produire plus et de manière moins carbonée? En tout cas, c'est la notion de sobriété. Je ne sais pas si on le fait vraiment. Donc, effectivement, pour moi, l'usage, je suis ingénieur au départ et en fait, le plus j'avance dans mon boulot, le plus pour moi, tout tourne autour de l'humain, de l'accompagnement au changement et de l'usage. Et repartir et re-questionner à chaque fois l'usage, c'est la clé de absolument tout et c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, alors, Engie, on est positionné en fait sur les deux. On a encore du mal à aller vraiment sur l'usage. On essaye de tendre vers ça et de toute façon, on travaille beaucoup avec des collectivités. Les collectivités nous poussent à réfléchir à ces sujets-là. On est quand même d'abord technique et donc autour de l'efficacité et de la production d'énergie. Mais c'est justement pour moi, et je reviens avec la notion de transversalité, on deviendra vraiment extrêmement pertinent le jour où on aura des sociologues, des experts du nudge, des experts de l'accompagnement au changement, où on pourra accompagner nos clients pour à la fois leur faire changer leurs usages et les accompagner dans le changement de l'usage, et ensuite donner la solution technologique qui va bien. Et c'est vraiment les deux ensemble, et aujourd'hui, clairement, on n'est pas encore sur les deux, et de ma connaissance, il n'y a aucun énergéticien qui sait faire ça. Et pour moi, c'est la clé de ce qui manque justement, l'interdisciplinarité, et c'est pour ça que je résonne beaucoup avec ce qui a été dit. Et je voulais juste rebondir aussi sur ce que disait Chloé sur la partie tout le monde est concerné. C'est vraiment, c'est extrêmement important ce que je disais tout à l'heure. Donc pour moi, les secteurs tombent un à un, et donc il y a des immenses potentiels de transition, quel que soit le secteur où on est. Et même si on est financier, pour moi, il y a des questions immenses, par exemple, de qu'est-ce que c'est que la valeur, qu'est-ce que c'est qu'une valeur ajoutée par rapport à l'impact sur les planètes ou la people, les personnes, pardon.
Et tout ça derrière, c'est comment on comptabilise la valeur. Et donc, il y a des immenses questionnements sur ce qu'on appelle la comptabilité triple capital, ou en tout cas, comment on mesure la bonne valeur. À la com, il y a d'immenses sujets sur les sujets RH. Donc là, j'ai une vision entreprise, mais sur des sujets de ressources humaines, il y a des sujets immenses de formation. Et je pense notamment aussi aux artistes ou aux écrivains ou aux gens qui racontent des histoires. Et ça, c'est notamment avec la question de l'usage, où il y a tout un univers à construire, un imaginaire à construire autour de un monde soutenable, pas seulement tourné autour de la technologie. Et donc, en fait, pour moi, quel que soit son métier, quel que soit où on est, où qu'on soit, il y a un sujet autour de... En fait, c'est une transition sociétale et systémique. Donc, en fait, partout où vous êtes, il y a des sujets, quoi. C'est la question justement de la représentation du futur, elle est assez cruciale. Il me semble qu'on a des visions du futur qui sont un peu dystopiques souvent, et on manque peut-être un peu d'une vision du futur où ça a l'air chouette et on a envie de s'y projeter, on a envie d'y aller. Et du coup, ça justifie les efforts nécessaires. J'avais envie, Emmanuel, de te demander si on parle beaucoup de transdisciplinarité. On est en train de se dire, en fait, il y a un levier sociologique qui est assez crucial parce que le changement de comportement, il passe aussi par comprendre comment notre société fonctionne. Est-ce que la recherche que tu portes, est-ce qu'il y a le monde du travail s'en saisit? Est-ce que tu as déjà eu certaines interactions qui montrent qu'il y a des gens qui se posent des questions? Oui, en partie, parce que par exemple, je parlais bâtiment, mais j'ai déjà eu contact avec un responsable, je pense, RSE de FH, où donc là, il y a des choses, parce que peu de gens le savent, mais le bâtiment, c'est un secteur très, très polluant, en fait, et qui demande beaucoup de travail pour la dépollution, notamment, et la gestion des déchets du BTP. Mais après, pour compléter ce que disait Clément, je pense qu'effectivement, il faut documenter avec des choix politiques, parce qu'in fine, pour que les usages évoluent, il faut que les gens aient les moyens, et donc les politiques, par exemple les municipalités, donnent des moyens aux gens de changer leur comportement. Je veux dire, moi j'habite à Marseille. À Marseille, ça va prendre du temps de sortir du tout voiture, par exemple. Pourquoi? Parce qu'à Marseille, il y a 2 lignes de métro pour une ville d'1 million d'habitants. Donc, c'est beaucoup plus facile de se passer de voiture à Paris qu'à Marseille. Deuxième exemple, ils commencent à installer des bornes de recharge pour les voitures électriques. Il y en a une en face de chez moi, mais comme c'est très difficile de se garer à Marseille, ce sont des voitures thermiques qui se garent devant la borne. Donc, si le gars qui a une voiture électrique, mais il ne peut pas se charger. Donc, tout est lié, en fait. Tout est lié. Les choix techniques, les choix politiques. Parce qu'à un moment donné, on peut faire des choix techniques. L'électricité, typiquement, on pourrait faire des choix qui favoriseraient la production de manière très locale d'électricité. Donc, du coup, il peut y avoir les questions de transport, il peut y avoir des très grosses centrales pour alimenter toute une région, etc. Ce sont des choix, mais ces choix, il faut qu'ils soient rendus possibles aussi par des configurations locales. Tu soulignes la nécessité que tout soit mené de front, à la fois les initiatives politiques, évidemment, les innovations technologiques et la sensibilisation pour les changements d'usage. Que s'il y a un aspect qui est en retard, à ce moment-là, l'équation ne trouve pas de solution. David, j'avais envie de te poser une question justement parce que pour recentrer le débat autour de à nouveau, on se met dans les chaussures des étudiants. Là, on parle d'emploi vert, on parle de transformation du monde du travail, de changement sur notre compréhension de ce que c'est qu'un usage versus ce que c'est qu'une technique. Toi, en tant qu'étudiant, très concrètement, quand tu vas être diplômé, est-ce que tu vois vers où tu dois te tourner? Est-ce que tu vois comment tu orientes une recherche de stage ou une recherche d'emploi pour aller trouver un job qui permet de répondre à ça? Est-ce que tu as le sentiment d'être armé là-dessus? Alors, être armé, pas spécialement, malheureusement. Mais après, avec des formations diverses et un peu externes, comme par exemple à Sciences Po, sur la transition écologique, oui, on arrive à avoir un peu un contexte de ce qui se passe. Donc, on arrive à prendre un peu du recul sur l'innovation, sur les produits, sur la direction de la société. Et donc là, on arrive un petit peu à faire notre choix et à développer notre esprit critique. C'est peut-être ça aussi qui manque dans nos écoles, c'est développer l'esprit critique sur ce qu'on est en train de faire. Et la question qui a été, le grand thème qui a été abordé sur les usages, c'est vrai que ça, c'est central et nous, on travaille beaucoup là-dessus. Les questions qu'on doit se poser, c'est à quoi va servir l'objet qu'on est en train de développer? Et même avant ça,
pourquoi on est en train de développer cet objet. Et donc, nous, on est en train de développer une méthode dans le collectif qu'on a appelée 2Q2F. C'est 4 grandes questions qu'on doit se poser. Quoi, qui, fabrication, fin de vie. Mais vous voyez, avant de se poser la question de la fabrication, comment éco-concevoir, et la fin de vie, comment recycler, les questions qu'on se pose d'abord, c'est quoi et qui, quels sont les besoins qu'on répond par ce projet et par un produit en particulier. Et après, c'est qui c'est qu'on cible et comment on inclut les populations dans ce projet-là. Comment on arrive à vraiment tirer les besoins des populations et faire un produit qui ne soit pas démesuré techniquement, structurellement, mais qui soit sobre et qui réponde aux vrais besoins. Donc ça, c'est super important, mais c'est un aspect très technique. Donc si vous voulez, pour trouver un job demain qui soit vert, responsable, il y a déjà cet aspect-là technique. C'est questionner l'entreprise, regarder la raison d'être de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui fait des efforts sur ses émissions, par exemple, de gaz à effet de serre? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle compte compenser? Est-ce qu'elle compte réduire de manière brute? Est-ce qu'elle fait attention à l'artificialisation des sols? On peut aller très très loin, et il y a plein de plateformes, hein. Nous, on a notre méthode qu'on développe, mais pour un réveil écologique, développe aussi ces questions-là. Et puis, on a aussi structurellement le produit. Quel est le produit qu'ils sont en train de concevoir et en quoi, moi, je trouve qu'il est intéressant, ce produit-là. Et puis, après, au-delà de cet aspect-là technique, pour trouver un job, il y a l'aspect émotionnel. Parce qu'on peut trouver un job qui a beaucoup de sens, qui répond aux besoins de la population sans être épanoui. Et je trouve que c'est super important de trouver un job qui soit autant utile, qui permette de développer l'utilité, enfin qui réponde aux besoins de la population, mais qui permette aussi le développement de soi. Et donc là, il y a plein de méthodes que nous, on est en train de découvrir aussi en préparant nos conférences, notamment l'ikigai. Ça, c'est super important. C'est le fait de se dire, voilà, je prends en compte ce que moi j'aime dans la vie, ce que j'aime faire, ce dont en quoi je suis, on va dire, doué, c'est-à-dire que je fais naturellement. Et puis après, j'arrive à regarder en quoi ces dons-là que j'ai, ces facilités que j'ai, par exemple, sur la communication, que ce soit l'imagination, etc., je peux arriver à en faire un job qui ait du sens et à trouver une entreprise qui pourra me rémunérer justement pour ce que j'aime faire. Donc, c'est vraiment ces deux aspects-là, un aspect technique et un aspect émotionnel pour trouver à la fois un job intéressant socialement, mais qui nous épanouisse aussi. Et justement, si vous avez toutes les références que vous citez, donc les méthodes, s'il y a une plateforme, un site, n'hésitez pas à le mettre aussi dans le chat pour que les personnes qui assistent à la table ronde puissent aller fouiller. Si parmi les spectateurs, il y a des gens qui ont aussi des références à donner, n'hésitez pas, hein, c'est l'endroit d'en faire une petite besace à bonnes idées. Et j'avais envie de demander à Chloé, en fait, parce que ce que dit David, ça me fait penser, j'aurais aimé que peut-être tu puisses détailler la démarche d'un emploi vert pour tous, parce que ça pose cette question de comment on va trouver cet emploi-là, à qui on va s'adresser, quel type de société. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails sur la démarche, comment ça fonctionne? Oui, avec plaisir. Alors après, un emploi vert pour tous, c'est pas vraiment un programme qui s'adresse aux étudiants. En réalité, c'est un emploi vert pour tous, c'est une garantie à l'emploi pour les personnes qui en sont privées. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le chômage coûte très cher pour la société. C'est non seulement quelque chose de très dur pour les personnes au chômage, mais ça nous coûte aussi très cher. Il y a l'ONG ATD Quart Monde qui montre que ça coûte 36 milliards d'euros par an en France. Parce qu'il y a des coûts d'allocation chômage, parce qu'il y a des coûts qui résultent de la moindre perception de cotisation sociale quand les gens ne travaillent pas, parce qu'il y a des coûts qui résultent de la perte de compétences, et il y a des coûts aussi qui résultent de toutes les maladies qui résultent du chômage, que ce soit l'alcoolisme, les addictions, etc., qui font peser des coûts sur le système de santé. Et on s'aperçoit que, entre guillemets, pour le même prix, on peut financer des emplois pour les personnes qui en sont privées. Et nous, on choisit de mettre cette garantie à l'emploi, donc qui reconnaît à tous un droit à l'emploi, qui a par ailleurs valeur constitutionnelle dans notre pays, le droit à l'emploi, on n'en parle pas, de le mettre au service, ce droit à l'emploi, de la reconstruction écologique, donc de créer des emplois dans des secteurs, entre guillemets, verts, et pour des personnes qui sont plutôt peu qualifiées, puisqu'on s'adresse à des personnes qui sont au chômage depuis longtemps. Donc, je ne crois pas que ça concerne vraiment le public étudiant aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une philosophie qui vise à dire que la reconstruction écologique on a besoin créera plus d'emplois, on aura besoin de plus d'emplois, par exemple, dans l'agriculture, pour convertir l'agriculture à l'agroécologie. Ce sera, si on veut sortir l'agriculture des intrants chimiques, ce sera forcément plus intensif en emploi.
Et je remarque que si on se concentre sur l'agriculture, par exemple, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui nous écoutent ici qui ont envie d'aller travailler dans le secteur agricole, mais c'est quelque chose, à mon avis, de très mauvais, de terrible, parce que en fait, depuis les années 60, on nous a bassiné avec un récit selon lequel si tu es agriculteur, tu as raté ta vie, quoi. Tu étais un bouseux, et c'est un peu toujours le discours qu'on entend chez nos parents ou nos grands-parents. Je trouve ça assez frappant, même des gens qui sont issus des milieux écolos, à partir d'un certain âge, ils vont dire « Ah non, mais les emplois agricoles, personne ne veut aller travailler là-dedans, c'est pour les bouseux, etc. » Donc je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire, nous, notre génération, pour redonner un peu de lustre au métier de l'agriculture, parce que ce sont quand même eux qui nous nourrissent, ce sont quand même eux qui sont au contact de la nature, alors que en fait, personne ici n'est au contact de la nature au quotidien. Enfin, on a complètement perdu tout lien à la nature, donc voilà. Donc, il faut quand même s'appuyer sur eux et il faut arrêter de discréditer ce métier qui pâtit encore de l'image du paysan édenté et illettré des années 50. Voilà sur l'aspect agricole, et je pense qu'il faut chercher à s'y investir et montrer qu'on peut faire de l'agriculture autrement, que c'est plus des métiers horriblement pénibles, qu'on peut inventer d'autres manières de faire. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et oui, C'est et une alors, problématique de pas mal de secteurs, hein. Je vois le bâtiment, ils ont aussi une image négative, donc ils communiquent sur les évolutions technologiques du secteur, sur le BIM, construire la maquette numérique. La logistique, c'est un peu le même problème, quoi. Les gens pensent que ça consiste à porter des paquets toute la journée, mais bon, ils mettent en avant la place des drones, par exemple. Et l'agriculture, voilà, c'est bon. En fait, qui connaît vraiment l'agriculture? Parce que il y a eu une déperdition en 40 ans de 85% de la paysannerie. La plupart des gens ne voient jamais un agriculteur, en vrai. Ils voient que le supermarché, hein. Sauf ceux qui sont sur les circuits courts, justement. Et là aussi, il y a un gros potentiel de développement et de revalorisation des métiers de l'agriculture via la diffusion en circuit court, je pense. et alors, je vois qu'il y a des commentaires qui passent. N'hésitez pas aussi à poser des questions, puisque à la fin, sur le dernier quart d'heure, on pourra répondre à vos questions. Donc, il y a un petit onglet Ask a Question. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez même aller voter après pour les questions qui vous paraissent, vous avez envie qu'on y réponde. Donc, vous pouvez vous exprimer. Si je peux rajouter. Oui, bien sûr, David. Ouais, si je peux rajouter, parce que c'est vrai que c'est cette histoire-là, pardon, de la dévalorisation de certains emplois, elle est super intéressante. Et nous, pour avoir travaillé un petit peu là-dessus, on pense que ça passe aussi par le salaire. Et comme le disait très justement Clément, c'est vrai que l'économie, elle a ce pouvoir, c'est même pas la capacité, parce que c'est énorme, elle a le pouvoir de mettre de la valeur sur des choses. Et en fait, aujourd'hui, on a des salaires qui ne représentent absolument pas l'utilité même de l'emploi. Et on le voit très bien, un agriculteur, ça permet quand même de faire nourrir une nation, de donner une alimentation saine, on l'espère, à des populations. Et ça, c'est rémunéré 1 300 € par mois. Un infirmier qui permet de soigner des gens, c'est salaire débutant 1 400, 1 300, 1 400 €. Un éboueur à la ville de Paris, je suis en train de regarder, 1 230 €. Et pourtant, sans éboueur, on sait comment nos villes sont complètement sales, et puis on a le développement des maladies, etc., etc. On l'a vu pendant la première pandémie, enfin la première phase, le premier confinement. Et au-delà de ça, on a même des salaires qui sont inexistants. C'est-à-dire, si on veut faire de la sensibilisation dans des écoles primaires sur les enjeux de transition écologique, et ben là, il n'y a pas de modèle économique. On n'est pas payé. Ou alors, il faut être un stit. Donc, il y a des jobs qui n'existent même pas. Et à côté de ça, où on a des salaires qui sont indécents, on a des salaires qui sont mirobolants. Les spéculateurs ou les traders qui passent leur journée assis à cliquer sur leur ordinateur, ça peut gagner 5 000, 7 000 € net. Un footballeur, salaire médian, je regarde, Ligue 1, 7 700 €. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur le salaire, sur le salaire qui ne représente absolument pas l'utilité. C'est ahurissant. Ahurissant. Et justement, sur cette question de Clément, tu voulais dire un truc, je veux que peut-être. Non, c'était pour rebondir sur la question sur comment choisir son boulot là, et répondre aussi à David. Alors, pour le coup, juste, j'aurais mis l'émotionnel avant le technique. Commencer par Ikigai, savoir ce qu'on veut faire, et à partir du moment où, quel que soit son secteur, on a quelque chose à faire, donc toujours commencer par ce qu'on veut. Et c'était aussi pour mon expérience perso, où à la fin de mes études,
voilà, bon, il y a 10 000 choix en sortant de ces études. Et la question, c'était est-ce que je veux rentrer dans une asso et taper à l'extérieur, faire simple, ou est-ce que je veux rentrer dans une grande boîte et essayer de faire modifier les choses à l'intérieur, ou est-ce que je veux être entrepreneur en fait. Et en fait, ça, c'est vraiment c'est des choix personnels et c'est en fonction de son caractère et de ce qu'on veut faire. Et cette question, voilà, je me la suis posée et je pense que c'est des bonnes questions de comment je veux apporter mon impact et comment je veux apporter mon action dans la transition. Et après, sur le côté technique, je suis complètement d'accord. De nouveau, quand j'ai commencé à chercher, c'est la question que je me posais, c'est est-ce que l'usage que promeut cette entreprise est compatible avec un monde, pour faire simple, neutre en carbone et socialement juste. En fait, il y a beaucoup de boîtes du CAC 40 où on peut vite se poser la question. Quand même. Tout le luxe. Alors, bon, après, il y a plein de choses à faire aussi, hein, mais sur l'automobile, il y a quand même beaucoup de questions. Et ensuite, une fois qu'on a répondu à cette question de l'usage, et je pense que si on n'est pas en lien avec l'usage du produit vendu, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit dans une entreprise, si fondamentalement on n'est pas d'accord avec ce qui est vendu. Après, on peut rentrer et essayer de faire changer les choses. Donc, par exemple, tout ce qui est énergie aux déchets, qui sont quand même la base d'une société, voilà, comme ça passe rapidement. Là, il y a des pratiques à faire évoluer. Et là, si on aime faire changer les choses de l'intérieur, faut y aller à fond, quoi. Donc c'est un peu qu'est-ce que j'ai, et je rebondis et je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je suis bon, et ensuite aller creuser chaque entreprise, voir ce qu'elles vendent déjà, et puis après je pense qu'un indicateur important c'est d'écouter des discours si vous êtes entreprise, des discours de PDG qui promeut un peu la vision, et malgré tout les PDG ont une très grande influence au sein des entreprises. En tant que jeune employé, je peux en parler si besoin après, mais on peut faire des choses aussi. Mais voilà, c'est dans un cadre qui est dicté par le PDG, et écouter sa vision est important pour comprendre où va l'entreprise. Et justement, ça me rappelle un peu ce que disait, sur ce que tu disais sur le fait qu'on peut aujourd'hui potentiellement trouver un emploi. Chloé te disait tout à l'heure qu'il y a des grosses structures qui ont une grosse force de frappe, qui ne sont pas dans l'imaginaire collectif, ce qu'on représenterait comme des entreprises les plus vertueuses, donc des pétroliers, mais qui aujourd'hui réorientent des flux financiers assez énormes parce que pour elles sont en train de gérer un risque qui devient assez critique. Donc il y a peut-être aujourd'hui des jobs qui apparaissent, des services entiers d'emplois, on va dire, verdissants ou d'emplois verts qui vont se développer, chose qui n'existait pas forcément il y a 5 ans, j'ai l'impression. Et je me pose aussi maintenant la question, pour rebondir sur ce que vous disiez sur un peu la précarité financière de certains métiers. J'ai l'impression aussi que peut-être que pour certains des étudiants qui nous regardent, n'hésitez pas à réagir là-dessus, parfois on a une super idée, on a envie de mener un projet, j'ai l'impression que David déborde d'idées où on pourrait faire plein de choses, mais quand on sort d'études, on n'a pas forcément les moyens de se lancer dans son projet. Je crois que Clément a évoqué créer son entreprise. Moi, je l'ai vécu aussi. J'ai pu créer mon entreprise parce que j'ai pu être accompagné et que j'avais travaillé 3 ans et que donc je bénéficiais de l'aide à la création d'entreprise par Pôle emploi pour le début, pour le lancement, parce que je n'avais pas d'investissement à y mettre. Donc, est-ce que là, j'ai une question ouverte à tous, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour essayer de stimuler ça, de faire en sorte que quand on est étudiant et qu'on a envie de se lancer, qu'on puisse le faire alors qu'on n'a pas encore droit aux prestations sociales et qu'on est peut-être dans une précarité financière? Eh bien, je peux, si vous voulez que... très modestement, hein. C'est vrai que nous, on a eu pas mal cette question-là, à savoir, voilà, moi, je veux participer à la transition écologique en entreprise, enfin, dans mon job futur. Donc, qu'est-ce que je fais? Start-up ou firme multinationale? Et ben pour le coup, c'est 2 poids 2 mesures, mais il y a du bon dans les deux. En fait, quand on est dans une start-up, on va dire, dans une PME, on va avoir beaucoup d'impact. Nous, quand on va arriver en tant que, par exemple, ingénieur ou scientifique, on va avoir beaucoup d'impact sur le développement d'un produit. Parce que les bureaux d'études sont assez petits, et donc du coup, on peut impulser nos idées et on peut vite créer un espèce de mouvement dans l'entreprise pour développer des produits vertueux. Mais à côté de ça, le problème de la start-up, c'est qu'on n'a pas beaucoup de clients. Et donc, on peut développer des très bons produits, mais cibler très peu de personnes. Bon, après, on peut espérer que ça fasse boule de neige. Et donc, c'est là où c'est super intéressant. Et à côté de ça, les grandes entreprises, on a énormément de clients. Donc, si on arrive à développer un produit très vertueux, et ben, du coup, on arrive à le diffuser rapidement sur une grande échelle de la population. Mais le problème, c'est que quand on arrive dans une grande entreprise, et ben, généralement, on est dans une petite case de la chaîne de fabrication et de développement. Et donc, du coup, et ben, notre poids et notre imaginaire a très peu d'impact sur le développement du produit. Donc, du coup, il faut un peu des deux. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse 2 boules de neige. Il faut qu'on développe des produits localement qui ont du sens pour arriver à montrer aux grandes entreprises quel est le type de produit que la population a besoin. Mais il faut aussi qu'on remue les grandes entreprises.
pour arriver à faire changer, parce que par exemple Airbus ne tombera pas du jour au lendemain, les grands groupes électroniques qui font des produits pas très vertueux ne tomberont pas du jour au lendemain, ils vont continuer à produire. Donc c'est à nous en tant que scientifiques, développeurs, commerciaux, tout ce qu'on veut, arriver à rentrer dans les grands groupes pour essayer d'impulser un nouveau mouvement. Et Alumni for the Planet le fait super bien. C'est très intéressant ce qu'ils font, c'est arriver à développer des séances, des sessions de travail dans les grands groupes pour arriver à développer ce mouvement-là entre les collègues. Donc c'est super intéressant. Moi, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Est-ce qu'il faut taper sur une petite boîte ou sur une grande boîte? Il faut savoir s'entourer. Il faut arriver à rentrer dans une entreprise, dans une petite boîte où on sent qu'on a le même état d'esprit. Ça, c'est super intéressant. Ce qui fait peur dans la transition écologique, c'est arriver c'est finalement de sortir d'un cadre, parce qu'on est parfois un peu seul, c'est de sortir d'un cadre d'amis qui ne pensent pas forcément pareil que nous, et puis c'est essayer d'aller vers la transition écologique. Donc ce qui est super intéressant, c'est de se retrouver un cadre, retrouver une communauté qui pense comme nous pour être efficace tous ensemble. Et Clément, justement, peut-être que ça serait intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur ce qui s'est passé il me semble que tu as fait partie d'un groupe autoconstitué au sein de ton entreprise. Comment ça s'est fait? Quel changement ça a pu engendrer? Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire un peu? Oui, et ça rebondit effectivement sur dans une entreprise, on est dans une petite case, ça peut être compliqué d'impulser un changement. Donc très rapidement, parce qu'aujourd'hui le groupe il a duré 1 an et demi, et puis après c'est un groupe de travail, donc voilà, ça monte et ça descend, hein, c'est normal. Donc aujourd'hui il est plus actif, donc c'était il y a 2 ans avec le constat qu'on parle que technologie, pour faire très simple, hein, chez Engie, de technologie nécessaire pour réussir la transition énergétique, et qu'il manquait cette dimension humaine, comportementale et mode de vie. Donc c'est comment on déploie la sobriété chez Engie. Et donc voilà, ça c'est le sujet. Et moi j'ai peut-être plusieurs messages autour de ça en fait. Un des messages, c'est dans un grand groupe, quand il y a 160 000 personnes dans une entité, en fait il y a tous les points de vue dans un groupe comme ça. Et donc quoi qu'il arrive, on trouvera toujours des gens qui seront intéressés pour avancer sur les sujets qu'on veut. Et se mettre en collectif et se mettre en groupe de travail pour avancer et peut être très puissant. Pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, même si c'est très grand, c'est un terrain de jeu limité, Engie, donc 160 000 personnes, avec des personnes clés. Et donc, quand on est dans l'entreprise, on sait qui contacter et elles sont prêtes à nous recevoir parce qu'on est dans la même entreprise et voilà. Après, il faut être bon et il faut avoir les bonnes idées. Donc, c'est un terrain de jeu limité, on sait les règles du jeu et on peut aller appuyer là où il faut pour faire changer les choses. Et c'est pour ça que c'est vraiment un message de, effectivement, seul, ça peut être compliqué dans une entreprise, mais si on se rassemble à une vingtaine, on peut vraiment faire des choses très impressionnantes au sein d'une entreprise. Donc, nous, par exemple, en 1 an, on a pu construire une communauté avec 700 personnes. On a pu aller rencontrer, en gros, la moitié du NG50. Donc, on a rencontré individuellement 25% du NG50, donc les 50 top dirigeants d'Engie, et puis on a fait une présentation à la réunion NG50 sur le sujet. Et puis après, on a pu construire avec les développeurs et comment intégrer la sobriété dans les appels d'offres d'Engie. Donc c'est vraiment alors, c'est compliqué, ça peut être compliqué dans certaines entreprises. J'ai des copains qui ont essayé de faire la même chose, et dans certaines entreprises, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des collaborateurs avec qui travailler parce qu'il n'y a pas des réseaux existants. Moi, j'ai pu profiter de communautés existantes chez Engie pour trouver des gens comme moi. Mais une fois qu'on est constitué, à 5-6, on peut faire des choses impressionnantes, et à 20, bien organisées et en connaissant les terrains de jeu, la culture, les bonnes personnes, on peut vraiment enclencher des choses super intéressantes et assez impactantes. Donc toi, tu as vraiment eu rapidement ce sentiment d'avoir un impact, du poids, de peser dans la discussion et d'être écouté, quoi. Oui. Ouais, alors après, et c'est là où je rejoins le point de tout à l'heure sur choisir le bon PDG, c'est que Engie était d'une situation qui était, pollue toujours énormément, soyons très clairs, mais qui était on va dire dans un ancien modèle, et donc PDG essayait de changer, de faire un virage stratégique. Et en fait, il y a toute une partie de personnes qui ne savent pas comment faire ça, en fait, dont le PDG d'ailleurs, et donc qui étaient très intéressés justement pour avoir des nouvelles idées un peu fraîches et proposer des choses là. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pu proposer nos idées et avancer. Et c'est comme ça que ça a très bien fonctionné. Et effectivement, je pense qu'il y a des entreprises où il y a des PDG qui ne sont pas prêts à avoir ce genre de choses, et du management intermédiaire qui n'est pas prêt à écouter ce genre de nouvelles propositions.
Et dans ces cas-là, ça peut être très compliqué, voire peut-être impossible. Là, j'ai eu de la chance peut-être, ou c'est là où je me rends pas compte forcément. Je trouverais ça intéressant que les autres participants fassent un peu un retour d'expérience, un peu comme a fait Clément. C'est-à-dire que si je comprends bien, Clément, lui, il a dit je vais rentrer dans une entreprise et de l'intérieur, je vais essayer de faire bouger les choses. Parfois, il y a d'autres solutions, il y a d'autres approches. On peut créer son projet, on peut créer son asso. Pour vous, comment vous en êtes arrivé finalement à être impliqué sur cette question environnementale? Comment ça s'est fait, cette prise de conscience, et comment est-ce que vous avez réussi à la matérialiser professionnellement? Je ne sais pas si Chloé, tu veux nous... Parce que tu veux retracer un peu ton parcours, à partir de quand c'est devenu un sujet pour toi? Moi, comment dire, je pense que ça naît d'abord d'un sentiment, d'une impression qu'en fait, on n'est plus acteur de nos vies, qu'on voit les choses changer à toute vitesse autour de nous et que ça nous échappe un peu. Donc, il y a aussi cette volonté de reprendre un peu le contrôle sur notre avenir et ne plus être simplement passif. Moi, personnellement, mes parents sont exploitants agricoles bio dans le secteur de l'huile d'olive, donc j'ai toujours été proche de la terre, de ce point de vue-là, et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à être dans les champs. Bon. Donc, c'est peut-être ça qui m'a sensibilisée, Et puis après, dans mes études, moi j'ai fait Sciences Po, puis l'ENA, avant de rentrer au ministère de l'économie et des finances. Et tous les jours, je suis confrontée à des secteurs industriels en difficulté, puisque c'est ça mon métier, c'est d'essayer de sauver les industries en difficulté. Et donc, je m'occupe beaucoup de secteurs qui sont déclinants, comme par exemple l'industrie du diesel, qui représente encore 30 000 emplois en France, hein, donc c'est pas rien. Et qui est en voie de disparition, avec des sites qui ferment les uns après les autres. Et c'est vrai que quand on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a un défaut d'anticipation majeur, parce que les gens qui travaillent dans des usines diesel sont des gens qui ont des compétences extrêmement pointues, qui savent manufacturer des pièces très complexes à fabriquer et qui savent vraiment... c'est de l'industrie de précision. Et donc, c'est dommage de voir des compétences comme ça perdues dans la nature, parce que ces gens se retrouvent au chômage. Donc, je pense que ce qui me motive aussi aujourd'hui, c'est, et notamment à travers la production d'idées que je conduis à l'Institut Rousseau, d'essayer de penser la reconstruction écologique de toutes les filières industrielles et de donner à voir un monde qui fait envie, qui ne soit pas quelque chose d'angoissant. Mais qui nous donne envie de le construire. Et aujourd'hui, je trouve que dans le discours écologique, on tourne beaucoup les choses à la responsabilité individuelle et à la culpabilisation. Je pense que c'est extrêmement dangereux de faire ça, parce que y a un risque qu'on fasse tomber les gens dans les bras de ceux qui ont un discours plus protecteur, moins angoissant. Donc, je pense que vraiment la responsabilité de nous tous qui voulons essayer de sauvegarder une planète habitable, c'est d'essayer vraiment de penser les changements de structure et de donner envie de ce monde-là. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Ouais, merci beaucoup pour le retour d'expérience. Justement, pour continuer dans la même lignée, Emmanuel, sur ta recherche, typiquement, est-ce que ça a toujours été sur ces sujets-là, ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je peux réorienter ma recherche pour parler de ces enjeux écologiques, pour parler de ces enjeux de transformation? Moi, ça n'a pas toujours été un de mes thèmes de travail, mais c'était une autre collègue avant qui était en relation avec le CGDD, et donc qui a fait les premiers travaux CEREC en fait sur le verdissement dans les années 2015. Le CEREC, c'est ton laboratoire, c'est ça? Oui. Donc, j'ai repris un peu ce flambeau pour essayer de le rendre plus concret. Donc, par exemple, on travaille sur la refonte de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles avec la définition de ce qu'on va appeler un agrégat vert avec le NEMEV. Donc, ça comprend des métiers verts et verdissants. Donc, il y a beaucoup plus de verdissants que de verts, comme disait Chloé tout à l'heure. Le vert, c'est 9 catégories socio-professionnelles. Le verdissant, c'est 70. Donc, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Et par contre, en tant que spécialiste de l'insertion, je voudrais quand même faire une remarque, c'est que tous les jeunes n'ont pas forcément la même palette de choix que vous pouvez avoir avec un diplôme d'ingénieur. Si vous avez une licence de sociaux, ça peut être simple.
Et donc, il y a aussi, je parlais de choix politique tout à l'heure, il y a de l'argent, il y a le plan de relance, comme il y a des primes à la conversion pour les voitures, des primes à la conversion en bio, en agriculture, est-ce qu'on ne pourrait pas aider les jeunes à faire verdir leur premier emploi en le subventionnant, par exemple, pour que si l'entreprise, parce qu'il faut bien trouver un job. Donc, si le jeune ne trouve un job que dans une entreprise qui n'est pas vertueuse, peut-être l'aider à verdir ce poste. C'est une idée que je viens d'avoir en vous écoutant, mais parce que si effectivement tous les emplois sont potentiellement verdissants, comme disait Chloé, ça peut avoir un coût d'entrée que tous les employeurs ne sont pas prêts à assumer. Et donc, si les jeunes ont envie d'être vecteurs de la transition, mais qu'ils n'ont pas de moyens d'agir dans leur emploi, c'est dommage. Et ça me fait penser justement, alors, nous au projet Celsius, on travaille à la fois avec des entreprises et des étudiants, et on a parfois l'impression qu'il y a un risque, qu'il y a une sorte de gouffre qui commence à se créer entre les attentes étudiantes et ce que sont capables de faire les entreprises. Et en fait, on a des entreprises qui commencent à avoir du mal à recruter, justement parce que les jeunes diplômés qu'elles voient arriver ont des revendications que les entreprises ne sont pas capables d'atteindre. Ça me fait penser à une remarque sur ce que tu disais sur exercer quand on a le choix, pouvoir l'exercer. Une anecdote que j'avais entendue donc, sur une autre table ronde où un chef d'entreprise s'était retrouvé sur la sélection d'un nouvel employé. Et ce nouvel employé, en phase finale de sélection, avait dit est-ce qu'il y a un garage à vélo dans l'entreprise? Ah ben non. Non, moi, je ne viens pas parce que je viens à vélo. Donc, s'il n'y a pas de garage à vélo, je ne viens pas. Et en fait, ça fait vraiment bouger les consciences très, très fort parce que ça marque tellement qu'après, voilà, ça fait bouger les lignes. Mais à nouveau, comme tu disais, ça venait de quelqu'un qui avait le choix parce que visiblement, c'est quelqu'un qui pouvait choisir de refuser cet emploi pour aller vers un autre emploi. Et ce choix, tout le monde ne l'a pas. Mais quand on l'a et qu'on l'exerce, alors on fait vraiment bouger les choses. Et je ne sais pas si les étudiants ont conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir en exerçant ce choix, ou s'ils se sentent à la merci en fait de ce que vont pouvoir leur proposer leurs employeurs. Je ne sais pas si vous avez des remarques là-dessus. Tu veux aller, David, ou comme tu veux, Clément, si tu veux, puis je renchaîne. Ouais, je pense qu'on a des idées différentes du coup. Alors sur le choix, je vais aller au-delà effectivement du sujet de l'insertion qui est, voilà, je suis je suis cadre d'une grande école française, donc voilà, je suis une sous-catégorie de ce qui se passe en France. Mais je voulais revenir peut-être, sur deux choses. Un, c'est de mon expérience, que soit associative, soit au sein d'Engie, le fait d'être jeune, ça, je sais pas, les gens plus matures, on va dire, pour dire, sont fans de savoir ce qu'on veut savoir, ce qu'on dit et de ce qu'on propose en fait. Et je trouvais ça notamment dans le cadre associatif, dans le cadre de la COP21, le nombre de politiques qui étaient super contents de savoir ce qu'un jeune disait. Je trouvais ça assez rigolo et assez bizarre, mais et voilà. Et en fait, quand on est porté la casquette jeune, ouvre énormément de portes. Et il faut surtout pas s'en priver parce que ce soit auprès de grands dirigeants ou de politiques, ils sont prêts à recevoir des jeunes pour comprendre ce qui se passe dans leur tête, quoi. Et vraiment, j'en ai profité à fond et je conseille vraiment d'en profiter à fond. Le deuxième, moi, je voulais revenir sur le Point Réveil écologique qui avait son manifeste là où il y avait des milliers d'étudiants qui ont signé. Et en tout cas, la réaction à la direction RH de l'époque était, ça a été pris très au sérieux au sérieux par les RH et Engie. Et c'est vraiment été, c'est un des arguments majeurs pour changer les pratiques de travail et changer le business d'Engie. Et voilà. Et j'en avais parlé avec le DRH à l'époque, et pour lui, c'est des sujets cruciaux d'être aligné avec ce que veulent les nouvelles générations. Et avec la transition qui s'est passée, alors j'ai les chiffres 2016-2019, et du coup je sais pas après, mais en annonçant un changement de stratégie chez Engie, on a multiplié par 3 le nombre de demandes d'embauche chez Engie, de candidatures spontanées. Et ça, c'est extrêmement important pour une entreprise. Et donc, la réaction, ce que disent les jeunes, bon, voilà, et la réaction derrière est un sujet de préoccupation, en tout cas pour les entreprises, ouais. Et en tout cas pour le CAC 40 qui aujourd'hui est en déficit de notoriété. Peut-être David, tu étais en train de réagir quand justement est-ce que la jeune génération a ce sentiment d'avoir un gros levier, peut-être que ça ne se rend pas compte.
sur le biais de pouvoir exercer son choix, Oui, mais moi, pouvoir j'ai envoyer un envie d'être. message, de pouvoir faire un manifeste et qu'on l'écoute. Moi, j'ai envie d'être optimiste là aujourd'hui, parce que effectivement, quand on est ingénieur, c'est vrai qu'on a plein d'offres de stages, même de stages de fin d'études, quand on arrive à la fin de nos études. Donc, on a cette chance-là de pouvoir choisir. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs où on n'a pas forcément cette chance-là. Mais j'ai envie de dire, même si on n'a pas cette chance-là, mais on le voit, et je regarde les commentaires, c'est vrai qu'il y a un taux de chômage qui est énorme chez les jeunes. Même si on n'a pas la chance de choisir notre premier job, ça nous coûte pas grand-chose de venir questionner ce qui est fait dans l'entreprise où on est accueilli, où on vient travailler. Ça nous coûte rien. Et moi, c'est ce que je fais et je m'amuse à le faire, mais du coup, ça devient super intéressant avec mes collègues. Moi, je demande dans mon entreprise là auquel je suis employé pour mon stage de fin d'études, je demande, mais cet objet-là, quelle est l'utilité? Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment du sens à créer cet objet-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire tel ou tel autre objet? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des nouvelles techniques? Et c'est ça, cette grande question-là. Moi, j'étais un petit peu sceptique sur le fait que les jeunes soient forcément conscients de cette chance-là qu'on a de pouvoir questionner. C'est parce que déjà, dans nos écoles, on ne questionne rien, on ne débat de rien. Donc, on nous apprend de la technique, on nous apprend plein de connaissances, mais on ne débat de rien. Et pourtant, le rôle de l'université, quand même, petite parenthèse, c'était de débattre de la vie de la société. Bon, ça, on a complètement oublié. Donc, il faut qu'on redevienne acteur en commençant des débats. Et donc, ça commence, comme le disait Alumni for the Planet, oui, c'est ça, de venir du coup débattre et lancer des débats dans les entreprises. Aujourd'hui, nous, on travaille sur la prochaine conférence et il faut qu'on arrive à pousser, quand on est jeune actif, il faut qu'on arrive à pousser les questions dans les entreprises, comme par exemple, est-ce que vous développez les nouvelles techniques, les techniques liées à la transition écologique? Quand on est ingénieur, les techniques modernes de l'ingénieur, c'est biomimétisme, c'est éco-conception, c'est low-tech. Quand on est restaurateur, les nouvelles techniques du restaurateur, c'est le zéro déchet, c'est le local, comme le fait Thierry Marx. Quand on est artiste, les nouvelles techniques de l'artiste, c'est la sensibilisation, c'est la gestion des déchets, des décors, c'est les festivals responsables, soutenables dans la quantité de personnes, dans l'énergie consommée, etc., etc. Il y a des techniques qui s'appliquent dans tous les métiers, on est tous concernés, mais il faut justement que on arrive à questionner nos entreprises. Donc devenons acteurs et on peut tous le faire, même si on n'a pas vraiment le choix du premier job. Merci pour cet encouragement vibrant, hein, c'est chouette. C'est vraiment chouette à entendre. J'avais envie de commencer à regarder dans les questions qui ont été posées. Alors, n'hésitez pas à nouveau, hein, il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va les regarder ensemble. Je voyais une question qui était sur, on voit que les machines pourront aider à remplacer un certain nombre de métiers. Si on veut donner un emploi au plus de monde possible, garantir une meilleure qualité de vie au travail et permettre aux citoyens de s'impliquer dans la vie associative, etc. Est-ce qu'une solution ne serait pas de travailler moins, de ne plus considérer que l'emploi est le seul moyen d'avoir une activité? Et si je pose cette question, c'est parce que, il me semble que, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu chez des recruteurs qui disent, les gens qui sont diplômés maintenant, ils s'en fichent qu'on leur fasse un plan de carrière à 30 ans et qu'on leur explique où est-ce qu'ils seront à 55 ans, avec quel CE. Ce qu'ils veulent, c'est savoir pourquoi ils font leur job, pourquoi ils se lèvent tous les matins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, au-delà de la question écologique, hein, vraiment, on repense un peu la manière dont la nouvelle génération perçoit le travail? Alors là, je peux répondre à ce sujet, puisque ça fait partie des questions qu'on pose dans les enquêtes, notamment sur les jeunes en début de vie active. En fait, globalement, le rapport au travail des jeunes est remarquablement stable dans le temps. Vous voyez? C'est-à-dire, la priorité quand on sort de l'école, c'est de trouver un boulot. Ensuite, de se stabiliser dans l'emploi. Et une fois stabilisé, on commence à se préoccuper soit de progresser dans la carrière, soit de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Voilà, en gros, une très très grande stabilité de ça. Évidemment, c'est proportionnel au niveau de diplôme. Et ce qu'on voit en moyenne statistique, c'est que sur les 3-5 premières années de vie active, la plupart des jeunes ont 2 emplois. Voilà, pas plus. Donc, il y a un premier job qui peut être pour se mettre le pied à l'étrier, et puis, au bout d'un moment, on en cherche un qui convient plus à ses attentes. Et après, une fois qu'il est trouvé, on essaye de le garder. C'est un peu ça la typo, le type de parcours d'insertion moyen pour l'ensemble des jeunes. Pas que des jeunes diplômés du supérieur. Ouais. Mais tu dis qu'il y a peut-être un effet loupe sur le contexte de l'enseignement supérieur et qu'en fait, globalement, c'est resté assez stable au fur et à mesure des années.
Il n'y a pas eu de revirement de situation qui a pu être mesuré sociologiquement, quoi. Non, voilà, il y a tout le monde a un exemple. Et merci pour l'anecdote du vélo, je la trouve très très forte. Voilà, mais c'est des comportements qui ne font pas masse encore. Après, que les jeunes soient plus sensibilisés, comme je le disais au début, aux questions d'écologisation, ça, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Je suis régulièrement démarché par des gens très jeunes qui viennent demander des dons pour des ONG, par exemple. J'ai eu le WWF, j'ai eu Oxfam, toutes ces choses-là. Et donc, à chaque fois, ça me fait très plaisir de voir que les jeunes s'engagent. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'engager à travers une activité professionnelle. Parce que il faut, comme c'est Clément qui disait ça, il y a des temporalités différentes de transformation de l'emploi. Justement, peut-être que Chloé, quand Emmanuel dit tout le monde ne peut pas s'engager dans un emploi avec un impact environnemental, j'ai l'impression que c'est vraiment ce à quoi toi tu viens répondre. Alors effectivement, comme tu l'as dit, ça ne concerne pas immédiatement les jeunes qui sont en premier emploi, c'est plus à l'horizon. Je crois que c'est 1 an, le dispositif Un emploi vert pour tous, c'est 1 an de chômage avant d'être éligible. Non, c'est en fait un emplois vert pour tous, c'est vraiment un filet de sécurité pour les personnes qui ne parviennent pas à s'insérer. Donc, ça va être des personnes plus âgées, de 40, 50 ans, des gens qui sont au chômage de longue durée. Et après, ça vise à les mettre en CDI et à les mettre en CDI dans des activités qui sont utiles au territoire, mais qui ne sont pas assouvies. Et je prends souvent l'exemple de mon village dans le Gard, où on n'a plus du tout de commerce dans ce village. Il reste simplement une boulangerie, et que si demain l'État pouvait financer des emplois, par exemple de maraîchers, parce qu'on a des terres agricoles tout autour du village, pour développer une activité maraîchère et ouvrir une épicerie dans le village qui nous éviterait d'avoir à prendre notre voiture pour faire 20 km pour aller au Lidl le plus proche. Et ben ça, concrètement, c'est à ça que veut arriver notre initiative, c'est de dire qu'il y a plein de besoins qui sont inassouvis dans les territoires, et qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas de travail. Donc, il faut faire se rencontrer ces deux problématiques. Mais je ne sais pas si ça a été... Je ne me souviens pas si on en a discuté plus tôt, mais sur la capacité qu'ont les travailleurs à influer sur la vie de leur entreprise. On a peu parlé du syndicalisme dans cette table ronde, mais je ne sais pas si vous avez vu la naissance du premier éco-syndicat, qui s'appelle le Printemps écologique, qui est cofondé par Maxime Blondeau, et qui vise justement à repenser toute l'activité syndicale, et à travers le prisme de ce nouvel éco-syndicat, à travers le prisme de l'écologie. Et donc, sur les prochaines élections professionnelles, vous pourrez candidater en tant que délégué syndical du Printemps écologique, de ce syndicat, pour essayer à l'intérieur de l'entreprise de faire porter plus haut la voix des préoccupations écologiques, sachant que depuis quelques années, les entreprises sont obligées de faire figurer dans leur rapport comptable de fin d'année leur bilan carbone. Donc, vous pouvez regarder d'année en année si ce bilan diminue ou pas. Et en tant que syndicat et d'élu syndical, c'est évidemment votre rôle. Donc, il y a beaucoup vraiment de leviers quand on est élu syndical qu'on peut activer. Donc, c'est vraiment aussi une piste d'engagement au sein de l'entreprise qui est extrêmement prometteuse, et pourquoi pas à travers ce nouveau syndicat, le Printemps écologique. Merci pour cette piste. C'est vrai qu'on n'avait pas évoqué et ça manquait. J'en profite pour rebondir sur une question de Thomas qui vient d'arriver, qui dit une question pour Chloé. Alors, ne vivez-vous pas parfois une sorte de dissonance entre vos responsabilités au sein de l'administration et votre action militante? C'est une vraie question, je pense, c'est la question du militantisme au sein d'une entreprise. Est-ce que notre point de vue, finalement, est en adéquation avec la ligne de l'entreprise? Comment on concilie tout ça? En fait, quand on est fonctionnaire, il y a une dimension de service. C'est-à-dire qu'on est là pour servir. Et on est là pour servir le politique. Moi, Emmanuel Macron, si vous voulez, on n'a pas forcément les mêmes opinions. Pour autant, il a été élu par la majorité des Français.
Donc moi, mon rôle en tant que fonctionnaire, c'est de le servir. On sert l'intérêt général, mais on dépend aussi de ceux qui le représentent, c'est-à-dire les politiques élus. Donc moi, ma petite personne, je la fais pas forcément toujours passer, et mes petites opinions, je ne les fais pas forcément passer avant ma mission, qui est quand même de servir le politique. Parce que demain, que dirons-nous si, par exemple, un écologiste arrive au pouvoir et que des fonctionnaires, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, refusent de le servir? Moi, je ne veux pas verser dans un système comme ça. Donc, en fait, comment dire, à mon échelle et dans le cadre de mes missions, je fais tout pour faire passer mes idées. Je développe un esprit critique et j'essaie de questionner tout ce qui peut l'être. Pour autant, ma mission, c'est aussi de servir. Donc voilà comment je règle, entre guillemets, ce conflit. Et je le règle aussi en m'engageant en dehors de mon travail. C'est-à-dire que j'ai un travail qui est effectivement de servir dans le cadre de la haute fonction publique, mais j'ai aussi des opinions personnelles et à ce moment-là, rien ne m'empêche de les faire valoir dans un cadre associatif, dans le cadre de think tank, etc. Et je pense que c'est comme ça que j'arrive à concilier les deux. Est-ce que quelqu'un voulait rebondir là-dessus? Je ne sais pas si David, typiquement, quand on a cet engagement-là, comme l'engagement que tu portes et que tu partages avec tes camarades, comment c'est perçu par une administration scolaire? Comment est-ce que, finalement, c'est une forme de politisation aussi? Comment est-ce que vous composez avec ça? Non, mais on est plutôt suivi en fait par les écoles. Nous, avec le collectif, on voulait pas simplement être un collectif qui pointe du doigt ce qui va pas. On voulait être un collectif qui pointe du doigt ce qui va pas, mais qui propose des solutions, qui propose des pistes de réflexion, parce que sinon on est imbuvable. Et ça revient avec le sens du travail. C'est simplement dire, voilà, mon entreprise, ce qu'on fait, c'est pas vertueux, c'est nul. Et c'est imbuvable par les dirigeants, par les cadres, par les business lines, si derrière on propose rien, si derrière on développe pas une mouvance dans l'entreprise, si derrière on vient pas questionner. Mais questionner tout en étant constructif. Donc non, pour le coup, ça a été super bien accueilli par nos administrations, par plusieurs écoles d'ingénieurs sur Grenoble, par des IUT. Donc non, on est vraiment super content. Pour le coup, pour revenir tout à l'heure, vous avez abordé le mot numérisation, automatisation très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et pour le coup, Emmanuel, qui est sociologue, je pense que c'est aussi un sujet qui peut-être vous a intéressé à un moment. C'est cet aspect que, on voit de plus en plus dans nos chaînes de fabrication, par exemple, l'automatisation. Et ça nous questionne vraiment, nous, en tant qu'étudiants scientifiques, mais pas que. On le voit dans le collectif, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, quand on met un robot à la place d'un ouvrier, il a perdu son job. Alors c'est sûr qu'on a créé d'autres emplois dans le numérique, mais l'ouvrier qui est peu qualifié, il a perdu son job. Et donc ça, on le voit, il y a des très belles projections qui ont été faites par le MIT en 2012, où on a vraiment un grand découplage entre la productivité et l'emploi. À partir de 2000, le début de l'Internet, on a la productivité qui augmente et on a l'emploi qui stagne. Alors qu'avant ça, à partir de 1947, les deux étaient complètement corrélés. Donc là, nous, ça nous pose vraiment question parce qu'on se dit, quelle est la place de l'humain, demain dans nos entreprises? Et ça, c'est quelque chose à questionner. Quand on est simplement ouvrier dans une chaîne, mais c'est super, hein, il en faut et ça peut être vraiment un très beau job. Je dis pas le contraire, mais quand on est ouvrier dans une chaîne de production et qu'on voit les robots arriver, c'est notre rôle de venir questionner l'arrivée de ces robots. Et donc là, ça revient encore pareil à l'économie, de se dire, punaise, pourquoi on vient taxer les salaires et pourquoi on vient faciliter les investissements dans les robots? Ça paraît complètement déraisonnable, illogique. On devrait taxer l'arrivée des robots et détaxer les salaires pour stimuler l'emploi. Parce que l'entreprise, c'est quand même un super bel endroit pour développer son bien-être, pour se grandir, pour trouver une raison d'être, pour trouver une communauté, etc., etc. Donc, plus on vient mettre des robots, et moins on perd comme ça ce lien social. Et de toute façon, on le voit déjà dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose à questionner. Quand on regarde un petit peu autour de nous, finalement, on devient de plus en plus individualiste. Je veux dire, au péage, on croise plus personne. À la station essence, on croise plus personne. Dans les supermarchés, à la caisse, on croisera bientôt plus personne. Et ça nous pose question. Quel est le monde qu'on va laisser demain à nos enfants? Moi, je veux que mon fils, demain, se balade et retrouve une boulangère humaine, un postier humain, retrouve des caisses humaines où on va pouvoir discuter. Donc voilà, c'est notre rôle vraiment de venir questionner, qu'on soit caissière, qu'on soit n'importe quoi, des métiers de service qui sont ultra intéressants, ultra importants pour la vie en communauté. Il faut qu'on vienne questionner l'arrivée des robots. Donc moi, je suis pas du tout technophobe, hein, au contraire, mais il faut questionner ça.
Et il faut questionner aussi à qui appartiennent les robots. Ça, c'est une grande question aussi. Qui détient après le capital? Il y a plein de façons de répondre à ça, hein, bien sûr. Il y a l'idée de Schumpeter de la destruction créatrice. Il y a les dispositifs comme celui de Chloé, où justement, on pourrait penser que les emplois qui sont détruits par l'automatisation seraient réorientés vers des éco-emplois, avec les subventions qui vont bien. Oui, et donc il y a ces axes-là. Après, il y a effectivement la question de Clément, elle est aussi majeure. C'est-à-dire que si on prend un hôpital, par exemple, un hôpital, d'aujourd'hui, c'est très high-tech, avec notamment toute l'imagerie, les robots qui assistent les chirurgiens, etc. Mais ce n'est pas des propriétés capitalistiques, puisque l'hôpital, c'est une institution qui appartient à ses agents. C'est de la propriété d'usage. Et la propriété d'usage, c'est quand même un truc dont on a parlé au tout début pour dire c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus économique que la propriété privée de tout. Et du coup, voilà, moi, la robotisation, je l'ai vue dans des entrepôts logistiques. Bon, si ça peut éviter d'avoir des gens qui, à 35 ans, ont plus de dos et doivent être pris en charge par le corps social, ça peut aussi avoir du bon. Je suis d'accord. Et puis, il faudra beaucoup de techniciens de maintenance pour tous ces robots. Mais c'est esprit critique. Il y a de la bonne robotisation, comme il peut y en avoir une qui est un peu plus problématique. Effectivement, j'aime bien qu'on ait rebouclé finalement avec cette question de l'usage qu'on a abordée au tout début de la table ronde. Dans les questions, alors juste avant qu'on passe sur le final, puisqu'en fait, ça fait déjà 1h20 qu'on parle ensemble, il y a une autre question pour Chloé, c'était emploi vert pour tous. Est-ce qu'il y a un lien avec l'expérimentation territoire zéro chômage longue durée? Absolument, il y a absolument un lien parce que territoire zéro chômeur de longue durée, c'est une expérimentation qui a vraiment ouvert une nouvelle voie pour lutter contre le chômage, une façon totalement nouvelle de penser ces questions. Donc, on est parti en fait de la même équation économique que territoire zéro chômeur en disant, en fait, le chômage coûte cher à la société. Pour le même prix, on peut financer directement des emplois au SMIC pour les personnes qui en sont privées. Donc, en fait, le chômage, ça coûte à peu près en France 16 000 euros par personne par an. Un SMIC, ça coûte 20 000 euros par personne par an. Donc, on voit que le gap à remplir est très mince. Et territoire zéro chômeur, ils ont mis en place dans des territoires d'expérimentation, il y en a 10 à ce stade, des comités locaux de l'emploi qui rassemblaient les élus locaux, les entreprises, les personnes privées d'emploi elles-mêmes, les services de l'État. Et un par un, ils ont pu placer les chômeurs et 30% de ces territoires, au bout de 3 ans, sont arrivés à l'objectif zéro chômeur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chômeurs de longue durée sur le territoire. Donc, c'est une grande réussite. Et à chaque fois, ils ont réussi à créer ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi, qui sont aujourd'hui des PME qui ont grossi et qui sont des entreprises dont le but est d'employer les chômeurs de longue durée, mais qui aussi fournissent des services utiles dans des territoires souvent sinistrés, pour le recyclage, par exemple, du verre en Bretagne, pour la réparation d'objets usés du quotidien, la réparation de vélos, pour des services aussi de coiffure dans des territoires qui n'en avaient plus. Bref, donc cette expérimentation a montré qu'effectivement, on pouvait, pour un coût moins élevé que des politiques qui visent à réduire le coût du travail ou à réduire le temps de travail, par exemple comme le CICE, pour un coût moins élevé, on peut remettre vraiment des personnes au travail, recréer de l'emploi et en même temps développer des activités utiles dans certains territoires un peu reculés. Merci pour cette précision importante. Il est -5 bientôt. J'aimerais bien qu'on ait une question en fait pour conclure et que vous interagissiez tous là-dessus. Puisqu'on a un public largement composé d'étudiants, justement, moi à leur place, je me dirais, voilà, si j'ai envie de trouver mon job, mon stage de fin d'études, de m'engager pour la transition écologique et sociale à la fin de mes études, comment je fais? Et vous, quel conseil, si vous deviez en donner un, quel conseil vous auriez à donner à quelqu'un qui va bientôt terminer ses études et qui a envie de s'engager professionnellement? Que ce soit, alors je vous laisse complètement libre sur la nature du conseil, mais je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur cette question pour terminer. Pas évident. Peut-être essayer de faire des stages
dans des entreprises qu'on a repérées comme étant vertueuses. Déjà, ça peut être un bon début, mais C'est vrai, se pose la question de comment on les repère aussi. Est-ce qu'on a des bases de données d'entreprises vertueuses sous la main? Clément, David ou Chloé, vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de s'engager mais qui ne sait pas trop par où démarrer en fait? Qui a envie de s'engager, mais qui ne sait pas trop Ouais. par où démarrer. Ben, déjà, quand on a envie, c'est la principale étape. Ensuite, avec Internet, aujourd'hui, on peut se renseigner assez facilement. Je pense que la méthode qui a été mentionnée par David tout à l'heure est vraiment pas bête, hein, la méthode Ikigai, là, ce pourquoi je suis bon. Et ensuite, ce qui est utile à la société, ce pourquoi on serait prêt à me rémunérer. Je pense qu'en tout cas, il faut suivre ses convictions, essayer d'approfondir un sujet pour lequel on est bon et qui nous intéresse par ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut faire une différence. Je pense qu'il faut aussi savoir persévérer dans ce en quoi on est bon, parce que c'est vraiment comme ça que à la fin, on peut faire une différence et être utile au mieux. Et je pense qu'il ne faut pas chercher... moi, je fais partie d'une génération aussi où je vois beaucoup autour de moi des gens qui ont l'air complètement perdus. Il y a même un réseau qui s'est créé qui s'appelle Paumé, pour que, entre guillemets, des gens qui sont diplômés comme nous, qui au bout de 3 ans sont complètement désillusionnés de leur activité professionnelle, décident de partir faire le tour du monde, etc. Je pense que c'est quand même, au fond, assez individualiste comme attitude. Il faut savoir persévérer et changer les choses de l'intérieur à l'intérieur de l'entreprise. Parce qu'on peut toujours le faire. Il faut arrêter de se regarder le nombril et de se plaindre aussi à un moment, je crois. Il faut décider, et je crois, David, tu es très représentatif de ça, c'est avoir l'énergie, une énergie positive. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer les choses. C'est pas en se repliant sur soi, en discutant avec des gens qui pensent pareil que nous et en partant faire le tour du monde, alors même qu'on prône la sobriété chez soi. Voilà. C'est un peu provocant comme position, mais... Ouais, c'est intéressant. Donc, Chloé, donc finalement, tu dis ça démarre aussi par un travail introspectif, de savoir un peu qui on est et pourquoi on est bon, voilà, là où on va pouvoir Ça dure toute la vie, le travail introspectif aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui disait 20 ans, c'est le pire âge de la vie. Je crois que je suis assez d'accord avec cette question, parce qu'à 20 ans, tout est ouvert, tout nous est ouvert. Et donc, ça peut être vertigineux, ça peut être terrible d'avoir 20 ans. Et donc, c'est au fur et à mesure de la vie qu'on apprend vraiment qui on est. Enfin, il n'y a aucune méthode qui peut nous l'apprendre. Je pense que ça découle de l'expérience. Donc, il faut être patient et il faut suivre son instinct progressivement au fur et à mesure de sa vie. Il ne faut pas se fixer des objectifs absolument écrasants, mais il faut essayer humblement, je pense, de persévérer dans ce pourquoi on est bon et essayer d'avoir cette énergie positive, voilà, au quotidien. Moi, j'ai peut-être 2 points. Le premier, donc quand tu as posé la question, le premier point qui m'est arrivé en tête, c'est le engagez-vous. Moi, mon expérience associative en sortie d'école, donc bon, pour moi c'était 2015-2017, a été absolument exceptionnelle pour moi. Et clairement, j'ai appris 100 000 fois plus en expérience associative qu'à l'école, quoi. Enfin, très clairement. C'est avec des gens passionnés qui connaissent parfaitement leur sujet, et c'est via eux en fait que j'ai pu vraiment développer mon sens critique, et 2, savoir un peu plus où est-ce que je voulais aller. Donc vraiment, si vous avez des assos à côté de chez vous, ou rien que s'engager dans les assos, pour moi, ça a été vraiment un déclic, quoi. Et le deuxième point, c'est en réaction avec Chloé. Alors, du coup, tu as été provocative, donc je réponds à ça. Je suis assez d'accord sur le fait si vous êtes une grande entreprise, il faut tenir, hein, et puis il faut y aller, hein, quand même, pour faire changer les choses. Mais je vois aussi beaucoup de gens, alors surtout à partir de la trentaine, qui se disent bon, j'en ai marre d'être dans du grande entreprise, essayer de changer les grosses choses et ça avance pas. Et je vais aller, alors bon, parfois effectivement ils font le tour du monde, mais aussi d'autres juste veulent avoir un impact beaucoup plus local, à ouvrir leur artisanat ou à être dans une petite ville à la campagne. Et c'est d'autres impacts qui sont aussi tout aussi intéressants. Donc, il n'y a pas que la grosse machine, la grande entreprise ou l'État ou je ne sais quoi. C'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup d'impact. Au bout d'un moment, ça peut être démotivant. Et il y a aussi beaucoup de gens, du coup, qui font exactement l'inverse, très local, et ça donne aussi envie à d'autres gens de le faire. Donc, l'impact est différent et il est tout aussi important, quoi. Peut-être Emmanuel ou David, pour le mot de la fin, je vois que Tim est venu nous chercher pour clôturer, je pense, cette table ronde sur le conseil là, qu'on évoquait. Penser global et agir local, hein, ça fait des années qu'on le dit.
Ouais. Moi aussi, ouais, juste un petit mot. Évidemment, ouais, l'engagement, les assos, c'est super intéressant parce que ça permet justement de trouver du sens un petit peu dans ce qu'on fait. C'est vraiment travailler pour la communauté. Donc là, c'est vraiment, je vous pousse et nous, on a appris énormément avec le collectif. Il faut qu'on trouve ses compétences, ce qu'on aime faire, ce dont, pourquoi on est doué, enfin, vraiment nos capacités, mais aussi trouver un projet qui a du sens. Et pour trouver des projets qui ont du sens, des produits qui ont du sens, il y a effectivement pour un réveil écologique qui liste des grandes questions à se poser. Nous, on va communiquer largement sur notre méthode qu'on est en train de développer pour trouver des projets responsables. Et puis, il y a aussi Shift Your Job, aussi où on peut trouver quand même un petit panel d'entreprises qui sont vertueuses, enfin, qui semblent vertueuses. En tout cas, il faut toujours avoir un esprit critique sur les informations qu'on lit, sur les entreprises qui paraissent vertueuses mais qui ne le sont pas, ou au contraire, d'autres qui ne semblent pas l'être mais qui finalement font des projets très intéressants. Donc, être vertueux. Et si je peux terminer sur 3 mots, les 3 mots qui pour moi sont les plus importants, c'est oser. Oser poser des questions, oser être acteur, oser développer des projets, oser participer à des projets de communauté, etc. C'est la confiance, c'est avoir confiance en l'avenir, c'est jamais être fataliste, parce que sinon on n'avancera pas et on foncera dans le mur. Et puis c'est ensemble. Parce que la transition écologique, c'est tout le monde, donc c'est communiquer avec tout le monde, c'est débattre avec tout le monde, c'est inclure du monde dans ce beau mouvement. Voilà. Merci beaucoup. Ce mot, David. C'est chouette d'avoir vraiment cette Merci à vous. Parole étudiante dans la table ronde qui, justement, l'objet, c'était de prendre ce point de vue étudiant. Moi, je trouvais ça hyper intéressant, très riche. Voilà, on a 720 personnes à l'heure actuelle. J'espère que ça a été un chouette moment pour tous. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup apprécié passer 1h30 avec vous tous. Tim, tu voulais peut-être dire un mot pour conclure? Oui, juste pour dire merci à vous, vous cinq, c'était très intéressant. Je suis très contente. Déjà, comme on n'a pas eu quelques problèmes techniques, ça c'était le cas hier. C'était aussi intéressant hier, mais aujourd'hui c'était... Oui, c'était une parfaite relation entre les deux, je pense. Vous cinq, vous venez d'un milieu varié. Clément a déjà dit, David, c'était un peu le représentant des étudiants. Les autres 4, vous venez d'un milieu assez varié. Et je pense que c'était une balance super bien. Donc, merci beaucoup à vous cinq, et spécialement à le médiateur aujourd'hui, Clément Reynaud. C'était très bien. C'était parfait. Merci. Merci à la COP2 d'avoir pensé au projet Celsius pour animer cette table ronde. C'était très chouette pour nous. Ouais. OK. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci beaucoup. Oui. Bonne continuation. À vous aussi. Bonne continuation pour la COP. Merci vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.